Bonjour, monsieur Mamadou Bilossi Savané. Bonjour, monsieur Makanera. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Guépard vous fait venir aujourd'hui pour parler de l'actualité guinéenne qui est tout à fait brûlante. Je rappelle aux internautes que M. Mamadou Bilossi Savané fait partie des consultants économiques mais aussi politiques du Guépard.net. Allons-y droit au but. Monsieur Sissavané, vous venez de publier un article suite à la démission de Sidya Touré à son poste de haut représentant du chef de l'État. Un article publié par le Guépard.net qui était, comme on le dit, très corsé. L'article était intitulé Démission de Sidya Touré, mal commenté par les pourfendeurs déclarés et anonymes, point commun des nouveaux inquisiteurs. Pourquoi cet article, M. Sissavané? Alors, avant de répondre à votre question, je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour présenter de manière un peu anticipée mes voeux les meilleurs à nos compatriotes d'ici, de l'extérieur et à ceux de l'intérieur. À tous les Guinéens, je présente mes voeux les meilleurs. Je souhaite que l'année qui va commencer soit une bonne et heureuse année pour l'ensemble de tous les Guinéens. Alors, je reviens à la question que vous avez posée. Effectivement, M. Sidya Touré a démissionné et beaucoup de Guinéens en sont satisfaits. Ils l'ont fait savoir par des commentaires bienveillants, mais il n'y avait pas que des commentaires bienveillants. Certains commentaires, même minoritaires, étaient particulièrement marqués par une mauvaise foi évidente. Les commentaires venaient de ceux qui, quelque temps auparavant, exigeait, demandait que Sidya démissionne de son poste symbolique de haut représentant du président. On pensait que une fois que Sidya aurait démissionné, ces acrimonies auraient cessé. Or, qu'a-t-on observé? Dès que Sidya a démissionné, les mêmes qui demandaient sa démission lui tombaient dessus pour lui administrer des traitements pas très dignes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je comprends l'acrimonie de ceux que j'appelle les nouveaux inquisiteurs. Pour la raison, ils sont mécontents pour la raison suivante. C'est qu'en démissionnant, Sidya les a privés de leur seul et unique argument contre lui. Ils ne peuvent pas l'attaquer sur le plan de sa compétence, ils ne peuvent pas contester sa qualité, sa stature d'homme d'État. Bien évidemment, il n'est pas le seul Guinéen qui ait une stature d'homme d'État, mais le concernant, tous les Guinéens sont à peu près unanimes pour dire qu'il a une stature d'homme d'État et que par le passé, lorsqu'il a été chargé de former un gouvernement, il a rassemblé autour de lui l'ensemble de tous les Guinéens que lui a estimés capables de travailler pour le bien du pays. Je crois donc que sa démission a attristé ces inquisiteurs qui se trouvaient ainsi privés de leur argument. Mais aussi, je pense que parmi les inquisiteurs, vous n'avez pas manqué de mentionner le cas de la presse burkinabé, si j'ai bonne mémoire. Oui, alors, c'est ce que j'appelle les nouveaux inquisiteurs, mais je vais les classer en deux catégories. Il y a ceux de l'intérieur qui cherchent à affaiblir politiquement Sidya, mais cela peut se comprendre
dans la mesure où il est effectivement un concurrent redoutable pour la prochaine joute électorale liée à la présidence de 2020. Donc, ceux de l'intérieur, je vois bien leurs raisons. Je ne peux pas leur contester le droit de critiquer un adversaire qu'ils estiment très redoutable. Ensuite, il y a le cas de l'extérieur, mais plus particulièrement du Burkina. La Guinée a des liens très proches avec le Sénégal. Mais les Sénégalais ne s'autorisent pas, y compris d'ailleurs la presse sénégalaise, elle ne s'autorise pas à émettre des opinions sur le fonctionnement de la politique guinéenne. Il y a le Mali aussi à côté. Le Mali non plus, la presse malienne non plus ne s'autorise pas à faire des remarques désobligeantes ni sur les hommes politiques guinéens, ni sur la politique guinéenne. Alors, le cas du Burkina, pourquoi le Burkina s'emploie à, oui, j'emploie le terme, s'emploie à administrer des leçons à l'ensemble de la classe politique guinéenne, comme si la Guinée était une province du Burkina. Alors, j'y vois deux raisons principales. Première raison, ils savent bien que leur compatriote Alpha Condé a réussi par une ruse difficilement à occuper la magistrature suprême d'un pays, la Guinée, et que à partir de sa position, il peut faire dévier vers le Burkina l'ensemble des ressources de la Guinée. Il l'a d'ailleurs fait. Donc, bon. la presse burkinabé a intérêt à s'occuper de la politique guinéenne parce que, oui, je vais insister, je vais répéter, parce que Alpha Condé déverse sur le Burkina ou sur une partie du Burkina l'ensemble des ressources venant des recettes minières. Et ensuite, il y a une deuxième raison pour les Burkinabés, c'est qu'au fond, nous Guinéens, nous abandonnons trop facilement notre pays dans les mains, bon, je ne vais pas employer un mot très sévère, mais dans les mains qui n'en sont pas dignes, au motif qu'on est panafricaniste. Mais être panafricaniste ne veut pas dire qu'on doit abandonner, comme je le dis souvent, la terre de ses ancêtres dans des mains qui n'ont strictement aucune attache ni matérielle ni émotionnelle à notre pays. C'est à nous, Guinéens, de diriger notre pays. C'est aux Burkinabés de diriger leur pays chez eux. C'est aux Maliens de diriger leur pays chez eux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de panafricanisme. Encore une fois, être panafricaniste ne signifie pas qu'on remette son pays et son destin dans des mains étrangères, par exemple, comme celle de M. Alpha Condé. Voilà pour moi les deux raisons qui expliquent que le Burkina considère la Guinée comme une sorte de protectorat. Bon, alors, vous n'êtes pas la seule personne à employer ce terme. Et si je vous avais bien compris, paraît-il, la démission de Sidya Touré aurait provoqué la colère d'Alpha Condé. Et d'ailleurs, cela peut aller même au-delà de ce qu'on peut qualifier normalement de colère. Pourquoi vous tenez de tels propos? Alors, il ne paraît pas, il est très en colère. Parce que, au fond, il tenait Sidya pour une sorte de, comment on appelle, comme les assureurs, comment ils appellent ça? Assurance vie. Voilà, c'était une sorte de, voilà, de garantie pour lui de rester au pouvoir sans être trop contesté. Et c'est là où il y a d'abord un malentendu. Quand Sidya a accepté d'être nommé au représentant, et à la demande pressante de Alpha Condé lui-même,
et de beaucoup d'autres personnes dont j'ai les noms. Bon, je ne vais pas les citer, mais j'ai les noms de beaucoup d'autres personnes qui sont intervenues pour que Syria accepte d'être le haut représentant. Donc, quand Syria rend démission, pour des raisons sur lesquelles on reviendra, Alpha Condé est totalement désemparé. D'où sa colère réelle que son entourage peut rendre public si il le veut. Mais effectivement, ce n'est pas qu'il paraît, il est très en colère et même très désemparé depuis la démission de Syria. Et bon. Mais cette colère, bon, de toutes les façons, on peut se demander comment cette colère peut se traduire. Syria étant un chef de parti, il n'est pas membre du RPG. Que peut-il contre lui? Ah non, mais d'abord, je vais revenir un instant sur cette fonction de haut représentant. Bien que Syria lui-même ait expliqué à plusieurs reprises les conditions dans lesquelles il n'exerçait même pas, il donnait les conseils. Ce haut représentant Syria lui-même l'a dit. Il l'a exercé de manière tout à fait gratuite et il l'a répété plusieurs fois. Personne, je dis bien personne, n'a mis en doute le fait qu'il ait exercé gratuitement cette fonction de haut représentant. Deuxièmement, Syria même a rappelé, Alpha voulait le piéger en disant, bon, le salaire de ceux qui travaillent avec toi, je vais les verser sur ton compte et puis toi tu les paieras. Syria a dit non, mais moi je n'ai rien à voir avec ça. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas membre du gouvernement, je donne juste des conseils. Et les gens qui travaillent avec moi, c'est vous qui les employez, mais ouvrez leurs comptes et puis payez-les comme vous payez les autres. Moi je n'ai rien à voir avec ça. Alors, c'est pour vous dire que la colère de M. Alpha Condé va se manifester sur plusieurs points. Premièrement, moi j'ai des informations. Je ne suis pas le seul, mais je parle pour moi. Et je parle à mon nom, je n'engage personne. Moi, j'ai des informations tendant à faire croire, et ce sont des informations de sources très fiables, puisque mes sources m'ont, par le passé, donné des informations qui se sont révélées être exactes. Alors, donc, selon certaines informations que je détiens, M. Alpha Condé est en train de mettre sur pied plusieurs plans visant à liquider politiquement, et puisqu'il n'est pas sûr que sa démarche politique puisse venir à bout de la dynamique de Syria, il envisage une solution extrême. Ah bon? Oui, la liquidation physique. Ah bon? Je répète, Alpha Condé et certains groupes qu'il paye sont déterminés à neutraliser Syria dans leur langage. Quand ils parlent de neutraliser, il s'agit bien de liquider. Là, l'information là peut paraître crédible parce que celle d'Alain Diallo aussi avait essuyé des coups de fusil. Voilà, hein. c'est à cela. Donc, en plein 21e siècle, que les opposants soient visés par des balles réelles. Voilà, tout à fait. Ça montre sa détermination à liquider ses opposants. Tout à fait. C'est après l'échec de la tentative d'assassinat contre Sellou, puisqu'il n'en est presque rien sorti, il pense que l'expérience qu'il a eue avec la tentative d'assassinat contre Sellou, que probablement il réussirait ce coup avec Syria. Mais il va plus loin. Actuellement, à l'heure où je parle là,
il est en train de concocter une espèce de faux complot dont il rendrait Sidia responsable. Autrement dit, mais le moment viendra où tout cela sera déballé sur la place publique, je répète, Alpha Condé et son groupe, puisqu'il ne faut pas oublier que Alpha Condé a de l'argent, beaucoup d'argent. Il fait partie des 5 chefs d'État les plus riches de l'Afrique. Or, il est au pouvoir que depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Maximum. Voilà. Donc, il a les ressources nécessaires pour acheter toutes les complicités possibles, pour liquider Sidia. Il a de l'argent pour organiser son faux coup d'État. Il l'a déjà fait par le passé. Bon, il n'a pas insisté dans cette voie pour des raisons que moi je ne connais pas. Il y a peut-être 3-4 ans, lors de son premier mandat, vous m'avez dit que un groupe était monté. D'ailleurs, certains avaient suivi Sidia ou tenté de le suivre lorsqu'il partait dans un pays africain. Tout à fait. Pour dire qu'il entretenait des mercenaires. Je me rappelle de ça. Tout à fait. Et ce groupe-là n'a pas été dissous. Il les avait recyclés dans sa sécurité. Et ce groupe est réactivé pour, encore une fois, je vais répéter pour la 4e fois, il faut que les Guinéens écoutent bien. Il y a un projet d'assassinat contre Sidia depuis sa démission. Deuxièmement, si ce projet d'assassinat était dévoilé, et maintenant il l'est peut-être, puisque j'en fais état publiquement, le projet de coup d'État que Sidia aurait organisé, ce projet est déjà ficelé. Il consisterait à dire que, ah oui, lors de son déplacement ici ou là, il a contacté Pierre ou Paul et que parmi eux, il y a des gens qui étaient prêts à venir renverser par les frontières, etc. Mais là, M. Alpha Condé, il sait très bien comment ça fonctionne, puisque lui, il avait déjà agressé la Guinée dans les années 2000. Et n'eût été l'intelligence politique de Lansana Conté, lui, il aurait liquidé Alpha. Il l'aurait liquidé parce que Alpha Condé a fait massacrer des centaines de Guinéens aux frontières. L'armée, les membres de l'armée. Oui, absolument. Alors, donc, il faut que... Et ce qui est intriguant, il y a beaucoup de gens, y compris Sékou Souapé et d'autres personnes, anciens membres du RPG, ont nommément cité le nom d'Alpha Condé comme étant auteur de massacres de beaucoup de militaires guinéens. Mais le minimum aurait été quand même qu'ils démentent ou qu'ils portent plainte, ils sont en Guinée. Mais je vais vous dire, bon, je ne connais pas sa réponse, mais il ne répondra jamais. Pour une raison simple, c'est que c'est rigoureusement vrai. Or, quand un fait est vrai, que ceux qui l'affirment ont des éléments contre vous, la meilleure façon disons, d'apaiser, c'est de ne jamais réagir, de ne jamais contredire. Parce que s'il met le doigt consistant à dire « Ah, je vais démentir », évidemment, ceux avec qui il était dans les coups vont dire « Bon, ben, nous, on va mettre les éléments de preuve sur la table. » Donc, il n'y aura pas de démenti. Alors, je reviens sur un de vos propos, il y a de cela quelque temps, concernant l'affaire du 28 septembre, qui est juste une parenthèse. Mais les faits commencent à vous donner raison. Vous aviez dit que malgré tout ce qui se passait, que Alpha Condé n'avait aucunement l'intention de juger les auteurs, et d'ailleurs vous craignez pour la vie de Toumba Diakité, dont on veut faire disparaître d'une manière ou d'une autre, pour lui faire porter toutes les charges concernant relatives à cette affaire. Que vous en pensez quelque temps après tout ce que nous voyons?
absolument. Cette affaire de Toumba Diakité est intéressante à plusieurs égards. Mais je crois que mon ami Balé en avait déjà parlé, même s'il n'avait pas insisté, mais il en avait déjà parlé. Au fond, l'affaire du 28 septembre a été totalement mise sur le dos d'Addis. Parce que Dadis était fanfaron, naïf, elle apparaissait partout, donc il tenait des propos incohérents, parfois incendiaires, y compris contre des puissances occidentales qui pouvaient l'écraser. Et donc, Alpha Condé est le véritable bénéficiaire des massacres du stade du 28 septembre. Pourquoi? Dadis ne voulait plus laisser le pouvoir. Ou même s'il lâchait le pouvoir, il ne voulait en aucun cas que ce soit Alpha Condé. Donc, Alpha, devant une pareille situation, parce qu'il ne pouvait pas triompher de Dadis, ni des militaires de Dadis, devant une circonstance, devant une situation pareille, pour différentes raisons, il fait infiltrer la manifestation au stade du 28 septembre d'éléments vraisemblablement que lui connaît. Et ces éléments de Dadis, plus les éléments de Alpha Condé, ont semé le chaos. Mais en semant le chaos, qui est devant? C'est Dadis. Alpha Condé, d'abord, il avait bien arrêté la date. Il plie bagage, il vient en Europe pour que les choses se passent en son absence. Ainsi, il lui est facile de dire, mais comment voulez-vous que j'y participe? Je n'y étais même pas. Mais pourquoi Toumba n'est toujours pas jugé? Voilà. Il est malade, on ne le soigne pas. Alors, deuxième point. Le coup est réalisé, il en récolte le bénéfice politique, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui savent comment les choses sont passées, y compris Toumba Diakité. Et puisque Toumba Diakité n'acceptera jamais qu'on lui mette sur le dos les crimes que lui n'a pas commis, et que si on continuait à l'embêter, il allait dire ce qu'il sait, et je pense qu'il en connaît un petit bout. Alpha Condé est au pouvoir, mais il fait extrader Toumba Diakité pour le mettre en prison, pour l'empêcher de parler. Autrement dit, il est dans une situation, je ne suis pas un homme de droit, mais il est dans une situation très curieuse. Dans n'importe quel pays, on aurait demandé des comptes à Alpha Condé, ou bien à son ministre de la Justice. Quelqu'un qui est en prison pendant plus de 2 ans maintenant, il n'est pas jugé. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'on lui reproche. On ne veut pas le lâcher, on le maintient en prison. On ne veut pas laisser se soigner. On ne veut pas le laisser se soigner. Et on lui dit, ah, le procès va être organisé, mais on n'a pas d'argent. Il faut 70 milliards de francs guinéens, il faut des... etc. Alors que si vraiment on veut juger cette affaire, c'est très facile. S'ils n'ont pas les moyens, on l'envoie à la CPI. Mais la question de moyens, à mon avis, est un faux problème. Parce que pour juger, qu'est-ce qu'il faut? La connaissance des textes de loi. Il n'y a pas besoin d'argent, on ne paye pas pour ça. Ça existe. S'ils sont des juges, ils ont un minimum de connaissance des règles de droit s'appliquant dans le cas qui nous concerne là. Évidemment. Bon. Ensuite, ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas de place où on va... Ils ont jugé presque une cinquantaine de personnes concernant le coup d'État d'Alpha Condé. Pour juger une seule personne, je pense qu'on a de la place. Il y a suffisamment de place. Donc dire que bon, les conditions matérielles, etc. ne sont pas réunies, ça c'est de la foutaise. C'est simplement on ne veut pas
que Touma Diakité dise ce qu'il sait de cette affaire du 28 septembre et qui sont les vrais commanditaires. C'est même d'ailleurs la raison pour laquelle, à mon avis, Dadis est interdit de revenir dans son propre pays. Et par qui? Par Alpha Condé. Il ne faut pas oublier, Alpha Condé n'est pas guinéen. Ses parents ont été accueillis par les nôtres par hospitalité. Donc, en principe, il ne devrait pas être à la magistrature suprême de notre pays. Mais ça, on en parlera à une autre occasion, parce que je peux démontrer oui, qu'il parce qu'il y a des détails là-dedans. Vous avez dit même un jour, juridiquement, vous doutez, parce qu'il n'est pas de père ou de mère guinéen, et qu'avec la loi, depuis à l'époque, quand on est né, mais pas de parents guinéens ou pas de parents guinéens, donc les deux parents, il faut demander la nationalité, parce que l'extrait de naissance n'est pas la nationalité. Ce qu'il n'a jamais fait. Bon, bref, un jour je vous inviterai sur cette question. Absolument. Maintenant, on n'est pas très loin de la fin de notre entretien. Alpha Condé, suite à la démission de Sidya Touré, a entamé une grande tournée à l'intérieur du pays qui l'a mené jusqu'à l'Abbé, avec des promesses extraordinaires, comme toujours. Je dis qu'un internaute avait écrit 30, avait égrené 30 promesses que Alpha Condé n'avait pas tenues, y compris les usines de montage de voitures à Kindia, des usines de chips, ainsi de suite. Là, que pensez-vous de cette tournée qui l'a conduit à la vie? Voilà, vous avez bien fait d'arrêter parce que vous n'aurez pas épuisé la liste des promesses. Bon, alors, je disais tout à l'heure que la démission de Sidya a, comment dire, a rendu Alpha Condé fou. Bon. Et oui, en un certain sens. Parce que dès que Sidya a démissionné, je crois que la seule solution qu'il a trouvée, c'est d'improviser du tourisme de promesses à l'intérieur du pays, en Haute-Guinée, etc. Et peut-être pour aller, parce qu'il pense que Sidya a vraisemblablement, et là il n'a pas tort, Sidya a vraisemblablement une assise de plus en plus importante et solide dans les régions que Alpha Condé a voulu visiter. Et donc il pense qu'il peut contrer, lui, la dynamique, encore une fois. Il y a une certaine dynamique. Ça c'est, bon, ceux qui ne sont pas, il y en a qui peuvent contester, mais les faits sont là. Il y a une dynamique Sidya dans le pays. Alpha Condé pense que lui, il peut contrer ça avec les promesses ici ou là, etc. Mais ce qui m'a, parmi la liste des promesses qu'il a faites, arrivé à l'Abbé, donc au Fouta, le cœur du Fouta, et quoi qu'on dise, le Fouta est religieux, musulman, j'en connais parce que je suis descendant des plus grands imams de cette région. Alors, il arrive à l'Abbé, il fait une promesse. Il va construire, c'est pas une usine d'alcool. Quand j'ai lu ça, mais je me suis dit, mais j'ai mal compris. J'ai relu encore. Si, il dit une usine d'alcool au Fouta. Et puis, quelques secondes après, il dit non, c'est pas l'alcool à boire. Mais que ce soit l'alcool à boire ou pas, c'est pas la question. Déjà. C'est pas la question que ce soit l'alcool à boire ou pas. C'est pas la question. La question est que pourquoi, sur la base de quoi, une usine d'alcool doit être construite au Fouta et seulement au Fouta. Alors que il peut, par exemple, dire on va construire, je sais pas, une deuxième usine de chips comme il construit des usines partout à l'Abbé. Voilà, ou bien une usine de lait à l'Abbé. Ou bien une usine, c'est pas bon, favoriser la production de fonio à l'Abbé. Mais il laisse tout ça. C'est l'alcool qu'il veut produire à l'Abbé. Je suis intrigué, c'est la première fois que je suis choqué. Je ne fais pas partie des gens. Pourquoi cela vous choque ou vous intrigue? Ouais, je ne fais pas partie de ceux qui sont, dès qu'on prononce le mot Fouta, qui commencent à être choqués. Mais là, j'ai vraiment été choqué. Pourquoi?
Alors, je me pose la question, puisqu'il n'y a pas de palmier à la baie, il n'y a pas de vin de palme à la baie. En principe, bon, il y a la jeunesse du Fouta, comme n'importe quelle jeunesse, qui y boivent la bière. Mais de là à dire on va construire une usine d'alcool à la baie, et pas par exemple dans une autre région de la Guinée, où c'est la tradition, même alimentaire, puisqu'il y a le vin de palme, ils produisent eux-mêmes, il n'y a rien de mal à cela. Mais non, c'est à la baie. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais pour qui Alpha Condé prend le Fouta? Puisque je me fais une observation, l'ensemble de la Guinée est abîmé par Alpha Condé. Je crois que vous connaissez bien la région Bokeh, la région de Bokeh, c'est fini. Ouais. On ne peut plus exploiter sur le plan agricole. Pendant la campagne électorale, moi je suis allé en Haute-Guinée par exemple, si vous avez l'impression que c'est la guerre, tout est brûlé, tout est creusé partout. Alors la région qui reste, qui n'est pas totalement entamée, c'est le Fouta. Mais là, ce n'est pas pour longtemps. Et la région là n'est pas entamée simplement parce qu'il n'y a pas des infrastructures qui permettent d'exploiter, de creuser partout pour extraire, je ne sais pas, de la bauxite, puisqu'il y en a. Alors, qu'est-ce qu'ils trouvent? Peut-être pour déstabiliser ce pays, ils disent, bon, cette région, l'usine d'alcool. Comme si l'alcool était quelque chose d'indispensable. Vous pensez que cette idée est là pour, comme on voit dans d'autres pays d'Amérique latine où on vient installer des usines qui finissent par dénaturer totalement les populations. Il y en a qui ont tellement bu du coca qu'ils en sont malades. Totalement. Ça, c'est absolument... En tout cas, je ne trouve pas que cette idée soit désintéressée. Et je vais plus loin. En faisant cette promesse au Fouta, et seulement au Fouta, il y a derrière, à mon avis, un mépris total. Que les gens n'ont pas l'air de réaliser, mais il y a un mépris total. Il y a beaucoup de choses à promettre au Fouta, mais pas l'alcool. Monsieur Savané, notre dernière question, nous nous acheminons vers la fin de notre entretien. Mais nous ne pouvons pas finir sans parler de cette grève interminable des enseignants qui sont aujourd'hui menacés de radiation par le Premier ministre Kassory Fofana. D'ailleurs, certaines personnes lèvent la voix pour demander à ce qu'on fasse appel à la communauté internationale. D'ailleurs, terme que vous n'appréciez absolument pas. Que pensez-vous de cette grève et surtout sur le recours conseillé à la communauté internationale? Alors, d'abord sur la grève. J'ai entendu, peut-être même Alpha Condé, dire il faut licencier les enseignants, je vais les licencier, je vais les radier parce qu'ils font grève. Ma question est très simple. Et il y aurait en Guinée un droit constitutionnel de manifester, y compris par la grève, et un Premier ministre ou un président déciderait comme ça, bon, ce groupe professionnel-là, je les exclus de l'exercice d'un droit constitutionnel. Qui peut trouver cela normal? Si il y a des représentants qui remplissent leur rôle, par exemple un député, on devrait demander des comptes à Kassory Fofana, à M. Alpha Condé, si leur voix est prépondérante par rapport à ce que disent nos textes fondamentaux, en particulier sur les libertés collectives de manifester, y compris par la grève, puisque eux décident de l'interdire, parce que dire je vais vous licencier,
c'est en un certain sens interdire le droit de grève aux enseignants. Mais un point, le problème, le nœud du problème, c'est le salaire réclamé 8 millions par enseignant. Alors, vous trouvez cela juste ou exagéré? Un enseignant, la fonction principale d'un enseignant, c'est de former les jeunesses sur le plan intellectuel et aussi sur le plan professionnel. C'est le seul corps de métier qui, à mon avis, ne porte pas atteinte à la vie des autres. Et en Guinée, je pense que c'est le seul corps qui est le plus mal payé de la Guinée, le plus mal payé, et qui n'a pas des à côté, comme les ministres l'ont, comme M. Alpha Condé là. D'ailleurs, Alpha Condé, l'ensemble des recettes de la Guinée tombe dans sa caisse qu'il appelle guichet unique. Si un enseignant demande 8 millions de francs guinéens, ça fait à peu près entre 800 euros. Bon, 800 euros par mois. À mon avis, ils auraient dû demander 1000 euros au moins par mois. Eux n'ont pas les moyens de voler. Ils ne volent pas, ils ne peuvent pas. Sauf la crèche. Ce qui est quand même un sport national en Guinée, quand on voit la réalisation des fonctionnaires guinéens. Voilà. Or, la réalité est que l'ensemble de la fonction publique guinéenne, d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que pour beaucoup de Guinéens, ils veulent simplement être fonctionnaires, même si on ne les paye pas, pourvu qu'ils soient à un bureau où on peut demander une autorisation, un agrément, un cachet ou une signature quelconque. Eux, ça leur suffirait. Donc, quand les enseignants demandent 8 millions, je dis qu'ils ont une demande excessive, c'est se moquer du monde. Ah bon? Absolument. Si vous prenez M. Alpha Condé, lui seul, une partie de ce qu'il a pris en Guinée, puisque, de source sûre, depuis 2010 à la date d'aujourd'hui, Alpha Condé a au moins 8 milliards de dollars qu'il a mis dans les pays du Golfe. Avec 1 milliard de dollars, Alpha Condé peut payer l'ensemble des enseignants de la Guinée pendant au moins 10 ans en raison de 1000 dollars, de 1000 euros par mois. Oui. Pendant un an, il peut payer l'ensemble des Guinéens, des enseignants guinéens. Je dis bien, j'insiste. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il peut les payer en raison de 1000 euros par mois et par enseignant. Il peut le faire pendant 10 ans avec l'argent du pays qu'il a pris. Sa dotation personnelle, ça fait 150 000 euros par jour. Par jour? 150 000 euros par jour, c'est son budget personnel. Vous connaissez ici en France ou aux États-Unis un président qui a 150 000 euros par jour? Il n'y en a pas. Non. Le premier président, par exemple, y compris en France, qui réclamerait 150 000 euros par jour comme son budget, le lendemain il est à la porte. Parce que la population va descendre sur le lisier. Donc dire que les enseignants ont des demandes excessives, c'est se moquer du monde. Et je profite de l'occasion pour apporter mon soutien total au syndicat libre des enseignants de Guinée que dirige un certain Souma Boubacar. Je leur apporte mon soutien total. Ils sont dans leur droit d'abord constitutionnel de se mettre en grève quand ils sont mécontents. Ensuite, ils ont totalement raison de demander un salaire minimum de 800 euros par personne. Compte tenu de tout ce que les ministres, les premiers ministres, si vous voyez, par exemple, récemment, un ancien ministre, je ne sais pas s'il est encore ministre, mais un certain M. Nkamara, l'hôtel qu'il a construit à Massanta, quelque chose comme ça.
si on lui demandait de fournir la source de financement, l'argent, avec quel argent il a construit cet hôtel, et je suis à peu près sûr que ce n'est pas le seul bâtiment qu'il a. Il en a d'autres. Et il n'est pas le plus grand bonheur. Il n'est pas le plus grand bonheur. Il y en a d'autres. Alpha Condé, par exemple. Bon, alors, et ceux qui demandent à ce qu'on fasse appel à la communauté internationale pour cette question de grève, vous voyez le rôle que peuvent jouer, vous qui êtes hostile à cette communauté? Non, je ne suis pas hostile à la communauté internationale, mais les Guinéens, je ne sais pas, les Guinéens, ils se trompent. Parce que théoriquement, quand on dit communauté internationale, les Guinéens voient la réunion de l'ensemble des nations de la Terre. Ça pourrait être comme ça, mais la réalité est tout autre. Quand on parle de communauté internationale, on renvoie à deux choses. L'exercice d'une puissance et, en général, on renvoie à l'Occident. Communauté internationale, c'est-à-dire ce sont les groupes de nations qui sont capables d'exercer une influence sur les autres nations et en général sur l'Afrique noire. Puisque l'Asie, c'est un autre problème depuis l'émergence de la Chine comme puissance. Donc, la communauté internationale, c'est quoi? En fait, il y a la communauté internationale occidentale. La France, les États-Unis, l'Angleterre et par moment quelques petits pays européens, mais principalement sont les trois. La France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'est ce que les Guinéens en fait, ils ne savent pas. Mais la communauté internationale, c'est eux. Je viens de les citer. Bien. Mais même cette communauté internationale là, ne peut plus faire n'importe quoi, n'importe où. Ensuite, il y a l'autre communauté internationale de l'Est, l'Union soviétique, enfin, l'ex-Union soviétique, qui a des modes d'action qui n'ont rien à... qui ont à avoir avec les pratiques occidentales, mais pour d'autres raisons. Et puis, il y a une autre communauté internationale, c'est la Chine, qui a désormais une capacité de décision, une capacité d'influence sur les affaires, pas seulement de l'Afrique, mais y compris en Europe et partout. Et donc, quand on parle de communauté internationale, on ne sait pas de quoi on parle. J'ai l'habitude de dire, mais vous parlez de communauté internationale. Quelle est l'adresse de cette communauté internationale? Qui a jamais écrit une seule fois la communauté internationale? Il n'y a pas de communauté internationale. Il y a des groupes d'intérêt, de puissance occidentale. Je les ai cités, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne. Il y a d'autres groupes, enfin, un autre groupe d'intérêt, c'est la Russie. Et puis un troisième groupe d'intérêts, de très grands intérêts, ça c'est la Chine, oui. Mais communauté internationale, il n'y a pas de communauté internationale. Si je vous ai bien compris, ce qui devait être la communauté internationale, c'est-à-dire la réunion de toutes les nations, se sert aujourd'hui de manteau pour quelques pays puissants. Absolument, tout à fait, oui, mais absolument. Et je viens de les citer. Je dis, il y a la France, les États-Unis, l'Angleterre pour l'Occident, pour ce qui est traditionnellement appelé le monde capitaliste occidental. Évidemment. Voilà. Les autres pays suivent comme ça. Bon, alors, M. Savané, il est de coutume sur le plateau du Guépard.net de dire son dernier mot. Vous êtes libre de dire tout ce que vous n'avez pas dit ou ce que vous souhaitez dire. Bon, alors, en préambule, j'ai souhaité la bonne année à nos compatriotes. Et ce que je souhaite dire, et que j'ai déjà dit, mais c'est si important à mes yeux qu'il faut que j'y revienne. Alpha Condé s'est proclamé élu en 2015 sur la base de 1 500 000 faux électeurs. Et il a appelé son élection, entre guillemets, un coup KO. Évidemment, quand on se constitue un stock de faux électeurs, il est évident que n'importe qui peut être élu au premier tour. Mais donc, il a été KO. Voilà.
Donc, il a été élu sur la base d'un faux authentique. Deuxièmement, M. Alpha Condé a sapé les fondements même de la Guinée, c'est-à-dire les fondements socio-ethniques, la cohésion du pays. Il a sapé la cohésion du pays de manière à affaiblir la Guinée, peut-être pour favoriser la venue d'autres intérêts, par exemple l'intérêt burkinabé. Or, un président à la tête d'un pays a pour fonction principale aussi de consolider la cohésion socio-ethnique dans nos pays, puisqu'il y a plusieurs communautés dans notre pays. Et avant Alpha Condé, chacun peut témoigner, il n'y avait pas d'hostilité entre Malinké et Soussou, entre Soussou et Peul, entre Peul et autres. Il n'y en avait pas. C'est Alpha Condé qui a artificiellement créé ce chaos, parce qu'il faut employer le mot chaos, entre les ethnies. On est maintenant presque à nous regarder en faïence, en chien de faïence. Troisièmement, Alpha Condé est en train de vendre notre pays morceau par morceau. C'est la raison pour laquelle, ce n'est pas moi qui ai employé le titre, ce sont les journaux occidentaux qui savent bien de quoi ils parlent, qui l'ont appelé l'empereur des mines. Donc, la Guinée est en train d'être vendue morceau par morceau à des intérêts privés que chacun connaît. Ensuite, il organise un coup d'État contre les institutions fondamentales du pays, la Cour constitutionnelle. Il nomme à la place de quelqu'un qui est légitimement élu et qui est élu pour un mandat de 9 ans non révocable, non renouvelable. Il dit non, moi ce que la Constitution dit, je m'en fous de la Constitution, je dis à 4 ou 5, 6, 7, 8 personnes, allez, vous dites que c'est vous qui avez voté pour lui, maintenant vous votez contre lui, allez hop, on le dégage. Donc, si je résume, il organise la désintégration de notre pays. Il organise le pillage de la Guinée au profit d'autres pays, dont le Burkina. Il sape le fondement même de l'État guinéen. Qu'est-ce qui reste maintenant? Je veux arriver à la conclusion que il est nécessaire, il est légitime qu'on chasse Alpha Condé de la fonction qu'il occupe maintenant parce qu'il en est devenu illégitime par les faits que j'ai cités. Illégal parce que lui-même a organisé le sabotage de l'armature institutionnelle principale du pays. Et dans n'importe quel pays d'Afrique noire, aujourd'hui, ce que Alpha Condé a infligé au plan politique, au plan économique, au plan institutionnel à la Guinée, il serait sorti depuis longtemps des patriotes en uniforme et sans uniforme pour mettre fin à ce mandat, que Alpha n'a pas obtenu. Donc, en conclusion, je vais dire que il faut que les Guinéens cessent de parler, on est contre le troisième mandat. La question n'est plus le troisième mandat, la question c'est le départ immédiat de Alpha Condé. Choisissons notre pays contre Alpha Condé. Il n'y a pas de légalité qui vaille qu'on accepte la désintégration de notre pays. Voilà, c'est ce que j'avais à dire comme conclusion. Merci. Merci beaucoup, M. Sissavané. Et je vous dis, nous ne tarderons pas à vous tendre notre micro. Et selon les observateurs de la vie politique de la Guinée, il y a beaucoup de choses qui s'annoncent. Certaines personnes pensent qu'Alpha Condé ne va pas tarder à annoncer son projet de troisième mandat, que cette tournée devait servir à ça. Bon, nous attendons et que dès que l'actualité l'exigera, nous vous tendrons une nouvelle fois notre micro. Merci beaucoup, M. Savané. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt. À bientôt.